ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le parcours du nodule bénin thyroïdien indéterminé, condamné. Et ça c'est un effet de l'âge, excusez-moi, on finit par vieillir à la fin. Les conflits d'intérêts, j'en ai bien sûr, comme tous les imageurs. Savoir que maintenant la justice n'est plus rendue dans ce genre de grandes maisons en bois qu'on avait dans le temps. Maintenant, c'est ces cités en verre qui sont au bord du périphérique et bon, ça ne me paraît pas être une évolution tout à fait intéressante. Alors, dans mon esprit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comment est-ce qu'on va concilier les impératifs de la vraie vie, c'est-à-dire les impératifs des patients que nous avons à traiter tous les jours et les nécessités de la science en mouvement. Parce que cette science, elle évolue sans arrêt et voilà le cas, par exemple, de cette jeune femme que j'ai pris une image de manga. Ne voyez pas dans ses yeux une référence à notre ancienne ministre de la Santé. C'est vraiment parce que chez les Japonais, on a cette façon de faire des yeux très, très gros. Et cette jeune femme, elle a une thyroïde avec un nodule. Et vous voyez, ce nodule, il n'est pas gigantesque, il fait 3,5 cm3. Il est déclaré Bethesda 4 sur un premier prélèvement. Et en fait, quand vous lisez la cytologie, vous voyez lésions folliculaires à cellules oncocytaires. Mais en fait, c'est sur une lame, et il y a une petite zone dans laquelle il y a quelques atypies de signification indéterminée. Et ça a été mis, parce qu'il y a des oncocytes, ça a été mis Bethesda 4. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un Bethesda 4. La science en mouvement, c'est Gilles Russe, qui est le grand absent de la journée. Il devait être là. Je pense qu'il nous entend là où il est resté à Paris. Et qui nous a promis en 2011 ce système du TIRADS qui nous a sorti de l'obscurantisme dans lequel on était. C'est-à-dire que jusque-là, chacun faisait la caractérisation des nodules à sa sauce, et c'était selon le niveau d'expertise de chaque pratiquant. Maintenant, si on se réfère au TIRADS, il n'y a plus d'effet expert. Chacun est capable d'être un expert propre et nous donner des résultats simples. Alors, le premier TIRADS, moi je l'adorais. Il était d'une simplicité parfaite. Il y avait 5 signes majeurs. On avait gardé à l'époque l'élastographie avec l'indice élevé de rigidité. Vous savez que j'y suis très attaché et que j'ai pas mal travaillé dessus. On était TIRADS 2, 3, 4A, 4B, 5. Et en fonction de ça, on arrivait à faire notre sauce. Quand il n'y avait pas de signe de suspicion, on était soit score 3 si on était hyper-échogène, soit score 4A si on était hypo-échogène. C'était extrêmement simple. Et puis, au bout du bout, on avait toute cette famille des nodules qu'on n'avait pas besoin de ponctionner, qui étaient typiquement bénins. Et dedans, il y avait par exemple les macrocalcifications, toutes ces petites choses qui sont des éléments de notre vie de tous les jours quand on fait de l'examen de nodules thyroïdiens et qui, à l'heure actuelle, sont un petit peu délaissés. Gilles avait fait un schéma de résumé nous montrant le risque relatif quand on était dans le bénin 0%, très probablement bénin 0,25%, c'était le TIRADS 3. Le 4A, on était 6%. Le 4B, on était 69%. Le 5, on était 100%. Ça avait une vertu, c'était d'expliquer exactement aux patients où on pouvait les mettre et le risque qu'ils avaient à faire ou ne pas faire un examen qu'on allait leur proposer. Quelques années avant, puisque le TIRADS, c'est 2011-2012, en 2007, les cytologistes se sont réunis dans une banlieue de Washington, à Bethesda, et ont sorti cet autre référentiel qui est tout aussi remarquable, où on se base sur la cytologie pour donner un risque ou une malchance d'avoir un cancer au bout du compte. Donc quand on avait ça, eh bien on pouvait faire le TIRADS. En fonction du TIRADS et du volume du nodule, on pouvait faire le Bethesda. Et à partir de là, on disait, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme à l'heure actuelle. Et ce qui était simple, on disait, on fait une deuxième cyto. Si la deuxième est meilleure, on revient à la case bénin. Si elle n'est pas bonne, on va à la case malin. Et puis, si ça reste indéterminé, eh bien, on passe à la chirurgie. Tout ça était très simple. Mais comme le général de Gaulle le disait, l'Europe, est sorti le nouveau TIRADS qui s'appelle maintenant le TIRADS, c'est-à-dire le TIRADS européen. Les gens qui ont participé au task force de l'Européenne Thyroïde sont tous d'excellents thyroïdologues, Gilles Russe, Laurence Lénart, etc., Steve Bonema ou Cosimo Durante.
Et Rosgu et Murat Erdogan, pour n'en oublier aucun, ils ont sorti ce TIRADS qui est sensiblement différent. C'est-à-dire que le nodule thyroïdien, maintenant, il a quatre bras différents. Le premier, c'est ce qui reste le bénin, c'est-à-dire l'entièrement spongiforme ou l'anécogène. C'est le TIRADS 2. On ne fait rien parce qu'il y a un risque zéro d'avoir un cancer. Et c'est un 5%, ça représente 5% des nodules, ce qui est assez rare. On a le TIRADS 3, qui est entièrement iso-hyperécogène, faible risque. Et dans ces cas-là, on a un risque de 4% de cancer. Ça représente les 2/3 des nodules qu'on examine. Donc là, ce qui est un petit peu nouveau, c'est que dans le TIRADS 3, il y a quelques possibilités d'avoir des cancers thyroïdiens. On n'aura pas le temps de revenir là-dessus aujourd'hui, mais dire que tout n'est pas parfaitement blanc ou noir. Et puis ensuite, on a supprimé le 4A et 4B, on a fait un 4. Dans le 4, il y a des nodules hypoécogènes modérément, qui n'ont pas de signe majeur de malignité. Ils sont intermédiaires, et là, le risque, il était à 6%, il passe de 6 à 17%, c'est-à-dire un petit peu plus, et ça représente presque un tiers des nodules. Donc il y a beaucoup de TIRADS 4, et ceux-là vont nous intéresser particulièrement, puisque c'est parmi eux qu'on va trouver le maximum de frottis indéterminés. Et puis, le Bethesda 5, le TIRADS 5, de forte suspicion. Et moi, ce qui me heurte, c'est que quelqu'un va arriver, on va lui dire, vous avez un TIRADS 5, c'est-à-dire que vous avez entre 26 et 87% d'avoir un cancer. Alors ça veut rien dire. Pour un patient, vous lui dites, vous avez entre 25 et 85%, c'est complètement abscon. Donc moi, j'attends le super E-TIRADS qui va arriver, où on va faire un 5A et un 5B. C'est ça qui va se passer un jour ou l'autre, parce que ça, en l'état, pour les patients, c'est inacceptable. À partir de là, les indications de la cytoponction, elles sont simples. On recherche un primitif en dessous de 10 mm, quel que soit le TIRADS, si on a un ganglion suspect, si ça augmente rapidement, si c'est juxtacapsulaire. Donc ça, ce sont les indications de taille. Au-dessus de 10 mm pour un TIRADS 5, au-dessus de 15 mm pour un TIRADS 4-5, au-dessus de 20 mm pour un 3-4-5. Donc ça, c'est quelque chose de simple dans notre esprit. Et il faut en plus toujours assortir, c'est ce que je disais hier, de la ponction d'un ganglion avec dosage de thyroglobuline in situ, si on se rend compte que le nodule a un aspect un petit peu suspect, que le ganglion a un aspect suspect. OK. Alors pour ceux qui sont intéressés, vous êtes tous intéressés, il faut savoir que dans la même revue prestigieuse qui est Thyroïde, on a sorti récemment le Bethesda 2017, c'est-à-dire la nouvelle version du Bethesda, toujours sous la plume en premier auteur d'Edmund Sivas. Et ce Bethesda, quand on le regarde comme ça, il n'est pas très très différent. Vous voyez, ce qui change un petit peu, c'est que les atypies de signification indéterminée, maintenant, c'est 10-30. Les Bethesda 4, c'est toujours 25-40, mais pour le reste, ça n'a pas changé de façon significative. L'un des coups de tonnerre donc, de cette science en marge, cette évolution, ça a été en 2014 quand Nikiforov et son équipe ont sorti la notion du NIFT-P. Alors le NIFT-P, sa fréquence est là présentée ici. Ça, c'est un article qu'on ne peut pas ne pas avoir lu si on fait de la thyroïde. C'est l'article de Fagin dans New England en 2016. Quand vous avez lu ça, vous avez compris tout ce qu'il y a dans les nodules indéterminés de la thyroïde. Et on se rend compte que dans la cohorte des tumeurs, eh bien, il y a une partie de ces tumeurs qui représente ici 17%, qui a été retirée de là. Et ces 17%, ça s'appelle non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear feature, le NIFT-P. On s'est rendu compte que ce NIFT-P, finalement, ça n'était pas un cancer. Les noyaux des cellules ont des aspects que l'on retrouve dans les pathologies cancéreuses, mais le NIFT-P en lui-même, à partir du moment où il n'y a pas d'invasion capsulaire, le NIFT-P doit être considéré comme une tumeur bénigne. Et là, le score Bethesda change. C'est-à-dire que si vous remettez le risque de malignité avec le NIFT considéré comme un cancer, vous avez ces choses-là. Par contre, quand on élimine le NIFT-P en tant que tumeur bénigne, vous voyez que les choses changent. C'est-à-dire que les atypies de signification indéterminée, en particulier, elles descendent vraiment drastiquement. On passe à 6-18. Et puis, le folliculaire néoplasme, on lui donne un petit peu plus de chance. On est à 10-40. Donc, la science évolue. Et à partir de là,
Bethesda nous dit, ben voilà, le guide c'est ça, il faut refaire une cytoponction, ça c'est pas très nouveau, et puis on a introduit la notion de biologie moléculaire, et on a introduit la notion de lobectomie. Avant ça, on était un petit peu plus agressif. Pour ce qui concerne le Bethesda 4, biologie moléculaire et lobectomie. Alors si vous êtes intéressé par ça, il y a un superbe article qui est paru dans Thyroïde, sous la plume de Bongiovanni, que j'appelle Bethesda 2.17 pour les nuls, c'est-à-dire qu'il reprend le Bethesda en détail et il va tout nous expliquer point par point en une vingtaine de recommandations. Cet article-là, pour moi, c'est un article fondateur. C'est peut-être pas la peine de lire Bethesda 2017, mais si vous lisez Bongiovanni, vous aurez tout compris après de ce qui se passe. Donc, quand on a lu Bongiovanni, on se dit, bon, maintenant, ça devient plus facile. Quand on est dans le Bethesda 3, on fait une seconde ponction, et puis à partir de là, on fait une surveillance ou on fait une lobectomie. Alors quand je mets ATA, c'est les recommandations de l'American Thyroid de 2015, c'est la recommandation 19 de l'ATA, un Bethesda 3, il faut le traiter de cette façon-là. Ce qui est un petit peu nouveau, et ça c'est dans Bongiovanni que c'est signalé, c'est qu'on peut demander une deuxième lecture des lames. Lui, il propose que ce soit lu de façon collégiale avec des microscopes à entrées multiples. Vous pouvez demander, lorsque vous avez un Bethesda 3, à votre cytologiste d'envoyer les lames dans un centre de référence qui va se situer à La Pitié, qui va se situer à Cochin, qui va se situer dans des centres comme ça, pour demander une relecture. Et c'est quand même intéressant, on n'a pas besoin de repiquer le patient, ça peut donner des bons résultats. Et puis est donc apparue la biologie moléculaire. Et ce que nous dit l'American Thyroid, c'est qu'elle doit être réalisée dans un centre de référence. Ça, c'est un premier point. On ne peut pas faire de la BM partout. C'est en accord avec les considérations cliniques et échographiques, avec contrôle cytologique peut être proposé chez un patient informé et qui affirme sa préférence. Ah là, c'est nouveau. On redonne la parole au patient, on l'informe, on lui dit « tu veux quoi ?» Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir aller plus avant dans la prise en charge de ces patients. Alors, dans l'article de Bongiovanni, on nous cite le cas, par exemple, d'une patiente comme ça, une jeune femme, qui a un nodule 2,3 cm, qui n'est pas énorme. Tirade, il n'est pas coté. La FNAC, la cytologie frottis peu cellulaire avec des atypies, donc c'est pas une catastrophe. Elle refuse une seconde cytoponction, mais elle accepte une BM. Bon, donc je ne sais pas comment on peut faire une biologie moléculaire sans faire de cytoponction, mais enfin, ça se passe comme ça. Et sur la BM, on trouve il y a un BRAF, une mutation BRAF V600E, donc elle est opérée, et c'est un cancer papillaire classique. Donc, ça veut dire que là, la biologie moléculaire, dans ce cas-là, nous fait évoluer de façon très importante et nous rapproche un petit peu du diagnostic. Lorsque l'on est dans le Bethesda 4, les recommandations, c'est la lobectomie, c'est une recommandation 19 de l'American Thyroid, avec une biologie moléculaire, et à partir de là, on va pouvoir faire un gold standard qui va être la lobectomie. Encore une fois, on est sorti de la thyroïdectomie du nord de la France, systématique, qui a régné pendant 20 ans. On refait des lobectomies en France. Hein. C'est pas une hérésie. Le patient, comme d'habitude, doit être informé. Et là, il y a un stade encore un peu plus. Le dossier doit être passé en RCP. Alors ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on dit, on rentre dans la multidisciplinarité dont je vais reparler un peu plus longuement après. Le Bethesda 5, c'est toujours la même chose. Là, on fait une thyroïdectomie, encore une fois, subtotale, ou une lobectomie, et la biologie moléculaire est recommandée. On est toujours dans la recommandation 17 de l'American Thyroid Association. Alors, quand on a ça, on a fait beaucoup de sciences, et on se dit, est-ce qu'on peut imaginer d'aller plus loin dans la prédiction de malignité en cas de cytologie indéterminée? Pour tenter de sélectionner des chirurgies qui pourraient être évitables dans les AUS-FLIS, c'est-à-dire dans les Bethesda 3, dans 82 à 94%, on va opérer un patient alors qu'il a une maladie bénigne. Et pour ce qui concerne les folliculaires néoplasmes, c'est 60 à 90%. Alors, lorsque la cytologie ne peut pas aller plus loin que le stade où elle est, mais je mets actuellement parce qu'il y aura certainement un autre Bethesda 21 ou 22, j'en sais rien, qui fera encore des progrès. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on est aux limites de la chose, la biologie moléculaire. Alors là encore, c'est un effet de l'âge. J'étais persuadé que j'avais lu le programme de ce matin en détail, ce qui n'est pas le cas, et j'étais persuadé que quelqu'un parlerait de la biologie moléculaire, ce qui n'est pas le cas, donc je ne vous en parle pas. Ce que je veux simplement vous montrer, c'est que cette biologie moléculaire, elle est là, et qu'elle est facturée
entre 850 et 3500 $. On va reparler d'argent tout à l'heure parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Cette biologie moléculaire, elle existe. Si vous allez l'an dernier au congrès de Washington de l'American Thyroid, la moitié des stands des fabricants, c'était de la biologie moléculaire. C'est vraiment très, très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre à notre disposition? L'imagerie isotopique, et là, il y a des choses qui commencent à venir au niveau du TEP-FDG, même si l'American Thyroid dit que c'est une recommandation faible et qu'il ne faut pas, ça ne doit pas être fait en routine. Il y a beaucoup d'articles qui paraissent sur le sujet, en particulier celui-là, qui est paru récemment et qui nous donne des résultats vraiment impressionnants concernant la détermination des zones cancéreuses dans ces structures folliculaires. Deuxième imagerie, la scintigraphie. Alors la scintigraphie à l'iode 123, moi j'y suis très attaché. Je ne fais jamais opérer un patient qui a une tumeur folliculaire sans faire une scintigraphie, parce qu'il faut savoir que la majorité de ces tumeurs vont être des foyers fixants, et à partir du moment où on accepte toujours le dogme de dire un nodule qui fixe n'est pas un nodule cancéreux, on va pouvoir éviter d'opérer des patients. Donc moi, le stade scintigraphie, il est essentiel, et il est même beaucoup plus tôt que ça. C'est-à-dire que lorsqu'en échographie, avec ce que je sais faire en échographie, je trouve un nodule hypervascularisé, a fortiori s'il y a une TSH qui est un petit peu basse, je passe par la case scintigraphie iode 123, et dans ces cas-là, c'est la prise en charge d'un nodule autonome. Il n'y a pas besoin de répéter les cytologies, de refaire des choses. Pour moi, je m'abrite derrière ce dogme de la scintigraphie fixante, mais je dis bien en iode 123. Ne vous basez pas sur le technétium. Je sais qu'ici, on est dans une zone complètement désertée par l'iode 123, que c'est très difficile à avoir. Mais ce schéma-là, avec le technétium, ça ne tient pas la route. Vous ne pouvez pas arguer du fait qu'un nodule est fonctionnel simplement sur du technétium. Si le nodule est non fixant, retour à la case tirade, et on reprend notre cheminement dans la détermination du nodule. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme scintigraphie? On a 7 scintigraphies MIBI-technétium. Alors, la première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était à Francfort, chez Corcouzouz, où je me suis rendu compte qu'il traitait par thermoablation des gens chez qui il n'avait jamais fait de cytoponction. Et lui, il dit, la seule chose qui compte, c'est la scintigraphie MIBI-technétium. Si un nodule est fixant en MIBI-technétium, c'est un nodule suspect et on ne doit pas le traiter autrement. Bon, je suis revenu, j'en ai parlé aux confrères isotopistes, qui n'étaient pas très aguerris à la chose, puis pas convaincus. Et en fait, il y a des choses qui sortent. On va reparler de ce magnifique article d'Elisabeth de Foster, qui est récent dans Endocrine Review, et qui nous dit la scinti-TC-MIBI, c'est si l'échographie suspecte ou cytologie indéterminée, c'est pas très onéreux, ça a une bonne valeur prédictive négative, mais une faible spécificité, ça. Quand on monte un curseur, l'autre descend, et c'est en association avec les autres tests. Ah, voilà, à nouveau, on reparle de la multidisciplinarité. Qu'est-ce qui nous reste après ça? Il nous reste l'imagerie en couple. Alors, il n'y a aucune donnée importante sur le scanner. C'est-à-dire que jamais personne s'est intéressé au scanner en matière de tumeurs indéterminées. Par contre, l'IRM de diffusion semble avoir une bonne efficacité. Je ne connais pas du tout. J'ai redécouvert cet article de Nakaira de 2012 où il dit que y a vous voyez, 95% de sensibilité, 83% de spécificité. Not so bad, si on peut faire ça, c'est certainement pas mal. Je m'y suis pas mis encore parce que c'est un examen qui est moins simple, vous verrez tout à l'heure. Mais bon, on peut faire. Et puis on a l'imagerie échographique. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc on va reparler de l'imagerie échographique. Et là, c'est une plaque de Gilles Russe, encore une fois, qui dit, voilà, vous avez les signes importants, les signes cardinaux, mais sans modifier le tirade, vous pouvez avoir des inflexions en fonction de ces données-là. L'écostructure, le halo, les microcalcifications, les granulations colloïdales, l'élasticité, la vascularisation, l'extension extrathyroïdienne. Et là, on voit réapparaître 2 éléments qui, pour moi, sont des grands oubliés à l'heure actuelle. C'est l'élasticité, c'est la vascularisation. L'élastographie, vous savez que je vais beaucoup travailler dessus. On a un article qui va paraître avec Jean très prochainement. On a fait des études avec La Pitié et Caen. Ce que l'on sait, c'est que, ce que je sais moi, c'est que dans les tumeurs indéterminées, ça ne n'apporte pas grand-chose, mais ça, il n'y a pas besoin de faire des grandes études, vous le savez, parce que l'élastographie se base sur un problème de stroma.
C'est-à-dire qu'une tumeur qui a un stroma important va avoir un index de rigidité élevé. Or, par définition, une tumeur folliculaire n'a pas de stroma. Donc, vous pouvez avoir un cancer vésiculaire de la thyroïde authentique avec une notion d'élasticité très basse. C'est pas contradictoire. Donc, l'élastographie, pour l'instant, vous verrez, on la garde un petit peu sous le coude et elle peut être utile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Doppler. Le Doppler, ça a évolué de façon considérable par rapport aux machines qu'on a connues avec Jean. Et on a maintenant, sur certaines machines, ce qu'on appelle le Doppler ultra-fast. Voilà un aspect d'autonomie multifocale chez une jeune femme, avec ces zones qui nous paraissent fixantes. Et on se dit effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose à voir. Quand vous faites un Doppler ultra-fast, voilà ce que vous avez. C'est-à-dire, vous changez de monde. Ça, pour faire de la caractérisation, là, vous pouvez travailler vraiment. Et ça nous donne... Et vous voyez, le parenchyme à côté n'est pas hypervascularisé. C'est vraiment les zones nodulaires qui sont là, dans ces structures autonomisées. Grâce à Pierre-Yves Marcy, qui, avec bonheur, est parmi nous aujourd'hui, j'ai réussi à retrouver cet article brésilien des années 2005 dans le journal Ultrasound, qui nous disait qu'il y avait un critère discriminant au niveau de l'échodoppler, de l'index de résistance, et que des tumeurs qui avaient un index de résistance supérieur à 0,75, elles rentraient dans le gradient des tumeurs suspectes. Et ce qui fait que moi, je fais toujours un index de résistance dans ces nodules-là. Peut-être qu'un jour, je publierai ma série. Si vous savez le faire, faites-le, ça peut être contributif. Et puis, on peut marier les choses. On peut combiner, par exemple, le Doppler avec l'élastographie. C'est ce mode TriView. Vous voyez qu'on arrive à des images un petit peu hallucinantes. Ça, c'est des élastographies en ondes de cisaillement à très haute cadence. Ça, c'est le Doppler ultra-fast qui est dessous. Et vous voyez très bien qu'en déplaçant votre curseur, ça, si vous le mettez ici, dans une zone où il y a plus de vascularisation, vous allez augmenter la dureté. Ça, c'est une nouveauté qu'on a eue grâce à ça. C'est qu'en fait, il y a des nodules qu'on jugeait durs, simplement parce qu'ils étaient très hypervascularisés. Donc, là encore, il y a quelque chose qui est à faire. Et puis, on a les produits de contraste ultrasonore. C'est une magnifique technique dans lequel on injecte des microbules. Donc, il faut mettre une voie veineuse, c'est un petit peu plus lourd. Et on va pouvoir étudier sur le qualitatif ou le quantitatif. Je vous en montrerai des exemples tout à l'heure. Bon, ça, c'est les courbes scientifiques, c'est les courbes de Jean-Michel Correas, c'est de la science, c'est très bien. Et puis, la dernière chose, c'est la microbiopsie, on en a parlé hier, on en reparle. Microbiopsie, il y a un monde entre ce qu'on dit en Europe, European Thyroid, voire même aux États-Unis, puisque Bethesda 2017 ne parle pas de la microbiopsie. Et puis, en Extrême-Orient, en Corée et au Japon, où on s'y intéresse beaucoup. Et il y a même cet article récent de Paja dans European Radiology qui nous dit que, bah oui, c'est bien, on peut s'en servir. Et vous voyez, pour dire ce qu'on disait hier avec Virginie, il y a 1% des biopsies qui ont une complication sévère qu'il va falloir reprendre dans sa série. Et ce n'est pas une petite série, puisque c'est plusieurs milliers de biopsies. Il y a quand même 1% de complications sévères. Là encore, c'est un article récent. C'est l'article de De Coster, et ça c'est l'un des 3 articles, je crois, qu'il faut lire sur le sujet dans Endocrine Revue, et dans lequel elle va dire tout ce qu'on vient d'énumérer, en particulier ça, c'est-à-dire que l'étude d'un nodule thyroïdien, c'est de la multidisciplinarité. C'est un exemple de transversalité. On ne peut pas être dans son coin, clinicien, échographiste, cytologiste, isotopiste, sans se mettre autour d'une table et parler d'un nodule indéterminé. Si vous pouvez lire cet article, il est long, mais il y a plein de choses dedans. Un autre article qui est paru récemment dans Acta Cytologica dit, sur un mode un petit peu plus simple, dit un petit peu la même chose. Alors, moi, je dis donc, la multidisciplinarité, c'est ça qui va nous permettre d'arriver au bout du bout. Donc, d'abord, on va concilier le temps. Le temps, ça va dire, quelle est l'urgence à traiter une tumeur indéterminée? Est-ce que vous savez exactement combien de temps va mettre cette tumeur si c'est un cancer à métastaser? Bon. Pour le patient, quel est le temps à se consacrer au bilan? Là, je vous parle de choses qui sont un petit peu longues, ça fait venir le patient à l'hôpital, etc. Est-ce qu'on a le droit de lui demander d'attendre 2 mois les résultats de la biologie moléculaire, puisque c'est le cas à l'heure actuelle? Et puis, quel est le temps à mobiliser pour les équipes qui font ces examens, parce que c'est quand même time consumer et il faut en tenir compte. Après ça, donc, il y a un inventaire des moyens que je vous ai mis, l'échographie experte, le ShareWave, etc. Tous ces éléments-là, avec un impact sur la prise en charge. Là, je mets des points d'interrogation. Vous voyez, en TEP-FDG, en fonction des publications, on a vraiment des choses qui nous disent, ouais, c'est la science en mouvement, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de faire mieux. Et puis, il y a les finances, et ça, c'est pas à vous que j'apprendrai que les finances, c'est ce qui est très important. Je vous ai marqué ici, donc,
les prix Tyrosec et Affirma, qui sont les deux grands systèmes de biologie moléculaire. On est entre 850 et 3500 euros, et ce qui n'est pas négligeable, mais on va rapprocher ça des autres choses. Une échographie experte, on peut tous en pleurer, c'est pas 35 euros à l'heure actuelle. Un produit de contraste ultrasonore, on arrive à le mettre à 60 euros, mais c'est pas simple. Une cyto 55, etc. Là, on est dans les petits joueurs, là, c'est nous, là. Bon. Dès qu'on passe l'IRM de diffusion 225, un iode 123, c'est pas si onéreux que ça, 163 euros. Et puis le TPFDG, quand même, on arrive 550 plus 90. L'ABM, à ce jour, si c'est aux États-Unis, c'est facturé entre 300 et 7000 $ en fonction de ce qu'on demande. Plus on a une puce qui va lire beaucoup de choses, et plus ça va coûter cher. Mais si on met ça en rapport avec la chirurgie, on se rend compte qu'on ne joue pas dans la même division. Hein. Les thyroïdectomies totales, c'est entre 10 et 16 000 $ à l'heure actuelle. Donc, prenons notre temps. Nous avons des examens qui, certes, ne sont pas donnés, mais ça n'a rien à voir avec la thyroïdectomie. Il y avait ce truc qu'on avait fait avec Marc Klein il y a 3 ans à Poitiers, qui nous montrait la comparaison entre surveillance active pour un microcarcinome papillaire, on était en 10 ans à 1 500 euros, alors que quand on fait une thyroïdectomie, on était d'emblée à 10 000 euros. Donc, on ne joue pas dans la même cour, et quand ça touche un nombre de patients important comme ça, il faut certainement réfléchir. Moi, ce que je propose donc, c'est le protocole multiparamétrique. Hein, vous êtes, en faisant tout ça, vous êtes à 430 euros plus le prix de la biologie moléculaire. Donc, on est beaucoup moins cher et on peut certainement arriver à faire des choses qui font avancer les choses. Donc, ce protocole multiparamétrique qui est fait de cette façon-là. Donc, on arrive maintenant à ça, c'est-à-dire quand on est dans le type 3, 4, Sharewave, seconde ponction, iode 123, la biologie moléculaire. C'est pas très onéreux. Et on va se remettre dans notre vraie vie. On est là. Avec notre jeune femme qui est là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde à nouveau son nodule. Voilà. Ça y est, c'est fait. Je m'appuie plus. Donc on regarde son nodule. Alors son nodule, bon, Gilles n'est pas là, mais Jean est là, Virginie est là, Édouard est là. Ce nodule qui a été étiqueté Tiradze 4, quand on le regarde bien, c'est un Tiradze 5. C'est clair et net, c'est un Tiradze 5. Et bon, donc on est dans le 25 à 87% de cancer. Quand on le regarde et qu'on le reponctionne, à nouveau, on a un Bethesda 4, et là j'ai fait en plus une biopsie, qui nous dit exactement la même chose, qui nous dit il n'y a pas de carcinome, mais on est quand même dans la classe des indéterminés. Donc, suivant ma logique, je fais une scintigraphie à l'iode 123. Son nodule, il apparaît ici, c'est un nodule hypocaptant, hypofixant, donc a priori non fonctionnel. On ne peut pas se baser là-dessus. Quand on fait l'élastographie, on va trouver que ce nodule, il est mou. Vous voyez, il est même 2 fois plus mou quasiment que le parenchyme avoisinant, mais je vous ai dit tout à l'heure, en matière thyroïde indéterminée, ça, on n'a pas d'éléments forts pour dire que c'est valable. Quand on regarde le produit de contraste ultrasonore, alors je vous rappelle, le produit de contraste, vous injectez des microbules, et ces microbules vont se répartir d'abord dans les vaisseaux. Donc on a une image en mode B ici qui nous montre le nodule. Ici, on est dans le monde du produit de contraste. Et vous allez voir apparaître rapidement, au niveau de la carotide, le produit qui arrive. Généralement, il faut 50 secondes pour que depuis le pli du coude, voilà, apparaît ici le produit de contraste. Et vous voyez la répartition dans le nodule. Et ce que l'on va analyser, c'est cette répartition des vaisseaux. Comment est-ce que les microbules rentrent dedans? En fait, vous faites une artériographie, ni plus ni moins. Et c'est très, très intéressant. Et si vous voulez aller plus avant, ben vous regardez la disparition des bulles. Et vous voyez que les bulles ont disparu dans ce nodule un petit peu plus rapidement. Donc ça, c'est une forme intermédiaire indéterminée. On n'est pas dans le malin, on n'est pas non plus dans le bénin. Donc notre protocole multiparamétrique, il avance. On est en nodule non fonctionnel, produit de contraste, on ne sait pas bien. On est toujours en Bethesda 4, que ce soit pour la cyto ou la biopsie. On a fait la biologie moléculaire. Et pour une fois, la biologie moléculaire me répond indéterminée. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas statuer entre le bénin et le malin. Donc on est très embêté.
Et on n'est pas embêté longtemps parce qu'il arrive un moment, on explique à la patiente que il faut faire quelque chose. Et cette patiente va être opérée. On va lui faire une lobectomie selon les recommandations de l'American Thyroid. On va la faire en robotique parce que moi j'ai la chance d'être à l'hôpital américain où on a une chirurgie robotique de pointe. Et l'histologie va nous dire, l'extempo est négatif bien sûr, l'histologie va nous dire que c'est un adénome oncocytaire parfaitement bénin. Donc, au bout du bout, cette jeune femme, elle n'a pas de cicatrice là. Elle a une petite cicatrice sous le bras. Elle est avec son petit lobe de 5 cm3. Et 3 ans après, elle a une TSH à 2,56, une T4 normale. Donc, arrivé à ce stade, je vais emprunter ce petit chien qui est cher à notre ami Enrico Papini. Ce petit chien qui s'interroge. Est-ce qu'on doit continuer à opérer sans nodule AUS, FLUS pour 15 cancers? Première question. Deuxième question, quel risque je fais prendre à mon patient si je ne le fais pas opérer tout de suite? Troisième question, alors ce risque, il y a cette plaque que je dois à Edouard Ganassia, qui a eu la clairvoyance de la choper pendant un topo de David Cooper lors du dernier congrès international à Orlando, et c'est l'acceptable risk of benignity. C'est-à-dire que entre l'inacceptable et l'acceptable, où est-ce qu'on va se positionner en fonction des différentes données? Et c'est ça qui est très important, c'est que toutes ces données-là vont rentrer en ligne de compte pour arriver à prendre cette décision. Donc, je me dis, est-ce que je suis dans le droit chemin en cherchant des solutions alternatives? On ne va pas pouvoir y répondre ici, sachant que je me base toujours sur l'académie, mais pour finir mon temps dans les limites imparties, je vais vous citer une petite phrase d'un poète qui s'appelait Jean Richepin et qui a été mis en musique par Georges Brassens. Ça s'appelle Les oiseaux de passage et il dit ça commence par ô vie heureuse des bourgeois. Jean Richepin n'aimait pas les bourgeois, c'est clair. Et ce qu'il dit, c'est et tous sont ainsi faits, vivre la même vie toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Je vous remercie.